rentrer dans un bus scolaire, c'est le cauchemar. C'est se faire insulter de sale blanc, de sale gouère, de se prendre des claques dans le dos. Leur hantise, c'est qu'il n'y a pas de place devant. Si toutes les places sont prises devant, ils doivent aller au fond du car. Ils se font claquer la gueule, cracher dessus, on leur fout un chewing-gum dans les cheveux. Pour recourir au vocabulaire, c'est putain de blanc, putain de gouère. C'est une thématique interdite, une expression chargée, comme on dit, un tabou qui attire encore le sceau de l'infamie dans l'univers feutré du politiquement correct. Le racisme anti-blanc émerge à peine dans le grand public, un peu plus depuis Crépol. Il a fait l'objet de nombreux articles, notamment de Boulevard Voltaire, mais aussi de quelques livres, dont le vôtre qui vient de sortir. Bonjour François Bousquet, Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, vous dirigez la rédaction d'Éléments, vous avez travaillé pour Le Figaro Magazine ou Valeurs Actuelles, vous avez été le collaborateur de Patrick Buisson et d'Alain de Benoît, et vous publiez Le racisme anti-blanc. Je montre le livre, L'enquête interdite, aux éditions Nouvelle Librairie. C'est un livre unique qui manquait, car on sort ici des concepts pour décrire une réalité concrète, tangible, mais cachée. Vous compilez les témoignages d'une quarantaine de personnes, augmentées de vos réflexions personnelles sur près de 300 pages. Vous me direz si je dis des bêtises. Et vous dessinez une France qu'on ne veut pas voir, celle des luttes entre communautés, les conséquences de 40 années d'immigration sans frein. Alors, avant d'aborder le phénomène au quotidien, je voulais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette écriture et pourquoi maintenant ? Pourquoi dans cette écriture ? Parce que le livre manquait. Vraiment, le livre manquait. C'est un gros trou noir, le racisme anti-blanc, vous l'avez dit. Il y a des articles, il y a eu quelques livres, mais qui sont des livres plutôt conceptuels, in abstracto, dans l'abstraction, quoi. Mais il n'y a pas de livre de témoignage sur le racisme anti-blanc, ce qui permettait aux journalistes, aux sociologues de dire, il n'y a pas d'enquête, messieurs, dames, le racisme anti-blanc n'existe pas. La preuve, il n'y a rien, il n'y a pas une victime qui, jusqu'à présent, ou alors il y a des victimes éparses, dispersées et disséminées. Or, moi, j'ai voulu faire un livre pour montrer que c'est un phénomène lourd, massif, pas marginal, que ce ne sont pas des cas d'exception, ce sont plutôt des cas d'espèces, ce ne sont pas des cas d'espèces, ce sont des cas généraux. Et j'ai voulu donc administrer la preuve aux journalistes des médias centraux et aux sociologues, bref, à l'institution universitaire, pour laquelle le racisme anti-blanc est un interdit volontaire, un impensé volontaire, que ça existait, que c'est un phénomène lourd et lourd de conséquences pour les personnes qui en avaient été victimes. Voilà, alors c'est important que vous disiez ça, parce que précisément la gauche passe son temps à dire que peut-être, et d'ailleurs une bonne partie de l'opinion, de bonne foi, le pense, je crois, que ça peut arriver de loin, mais que c'est extrêmement minoritaire et extrêmement anecdotique. À telle enseigne, en gros. oui, à telle enseigne qu'il n'y a pas d'enquête ou peu d'enquête. En réalité, il y a 2 ans, il y a une double enquête de l'INED et de l'INSEE, mais qui est vieille d'une quinzaine d'années, qui montre quand même néanmoins qu'un Français sur 7 des catégories non paupérisées... 17%. Vous disiez, voilà, vous avez 17%, été, 15 à 17%. L'enquête a quelques imprécisions très étranges, mais le sujet est brûlant. Le sujet est sulfureux pour l'INED et l'INSEE, qui n'y reviendront plus jamais. 1 sur 7 des catégories non paupérisés, mais 1 sur 4 dans les catégories paupérisées. C'est considérable. Oui. Dans les catégories paupérisées, ils mettent également les étudiants. 1 sur 4 ou 1 sur 7, ce sont les victimes du racisme anti-blanc. Dans l'enquête, auprès d'un échantillon de 20 000 personnes, auprès de la population dite majoritaire, entre les guillemets d'usage, parce que c'est un terme qui est radioactif, le racisme anti-blanc. Et il y a néanmoins également quelques sondages qui ont été commandés, dont entre autres un par CNews, où il apparaît que 80% des Français ne disent pas avoir été victimes du racisme anti-blanc, mais penser que c'est un phénomène qui existe. Or, c'est un phénomène qui existe surtout... Les Français y croient. Les Français y croient. Ça veut dire que dans leur univers environnant, ils ont été confrontés à ce phénomène-là, leurs enfants. Ça touche surtout la jeunesse. C'est pour ça que c'est un peu un impensé. Ça touche surtout la jeunesse dans les univers scolaires, dans la rue, dans les sorties, sur les stades. Donc c'est une frange, les collégiens et les lycéens, qu'il est très difficile de faire témoigner, parce que c'est à chaud. Moi, j'ai 40 témoignages, les 2 tiers, c'est des lycéens et des collégiens, mais des ex-lycéens, des ex-collégiens qui reviennent 5 ans après, 10 ans après,
sur l'expérience qui a été la leur au collège, en 6e, 5e, 4e. C'est les cas qui vous prennent à la gorge. Des témoignages en banlieue parisienne, on est à 10-15 km de Paris-Centre. Et on y reviendra tout à l'heure, on va les évoquer, ces témoignages. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas le voir, parce que ça touche plutôt les catégories populaires que les CSP+, encore que l'affaire Elias nous montre que la violence dans le cadre du sport, le jeune homme de 14 ans tué à la machette en début d'année dans le 14e arrondissement de Paris, donc plutôt les catégories populaires, mais sous réserve que c'est en train d'évoluer, et dans ces catégories-là, surtout les adolescents. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de chape de plomb à gauche. Quel regard la gauche porte-t-elle sur ce racisme anti-blanc? Est-ce qu'elle considère que c'est un fantasme, que c'est une théorie du complot? Vous évoquez ces deux, oui, ces cas. D'autres. Ouais. Pourquoi ça bloque? Même une légende urbaine. Et en tout cas, on entend tout ça. La pensée paranoïaque, le style paranoïaque qui est le propre de l'extrême droite, vu par la gauche et l'extrême gauche. Pourquoi elle pense ça? Parce que c'est un impensé, je dis bien, mais c'est un impensé qui est volontaire. Parce que le remettre en cause, c'est remettre en cause le grand récit victimaire. Le grand récit victimaire est fondamentalement asymétrique. Il faut qu'il y ait vraiment un dominant, c'est le blanc, sous toutes ses formes, quel qu'il soit, homme, femme, jeune, vieux. Il faut qu'il y ait un dominé, c'est-à-dire le racisé avec toutes les guillemets, là, pour le coup, parce que c'est racisé par nous, c'est nous qui les racisons, alors qu'ils passent leur temps, les indigénistes, à se raciser. Et l'admettre, c'est admettre que l'immigration fait problème, que la société multiculturelle ne fonctionne pas, qu'elle a des dysfonctionnements qui ne sont pas marginaux, mais des dysfonctionnements assez lourds, et qui ont atteint une masse critique assez suffisante pour que, par exemple, un phénomène comme le racisme anti-blanc devienne une violence de société, un bruit de fond de la société. Le remettre en cause, c'est un bloc. Le récit multiculturel est un bloc. Vous retirez un élément, c'est comme au Mikado. Le récit s'effondre. Si vous parlez de subversion migratoire, si vous articulez l'insécurité et l'immigration, si vous évoquez la question du phénomène blanc, vous, quelle que soit la thématique, quel que soit l'item, comme disait Sondeur, c'est tout le récit qui s'effondre. Donc ils ne peuvent pas... c'est comme un bloc, la révolution est un bloc, disait Clémenceau. Si vous touchez à une partie de ce bloc, le bloc s'effondre, le bloc se délite. Donc on ne peut pas le toucher. Moi je pense, il y a aussi des raisons profondes. On s'interroge souvent, nous réalistes, nous gens de droite, pour quelles raisons on est face à un adversaire politique qui s'est enfermé à ce point dans le déni. Mais c'est qu'il vit du déni. Son confort psychologique en dépend. C'est très facile d'avoir un adversaire que vous fascisez. C'est gratifiant pour vous. Son confort économique, parce que ça ouvre toutes les portes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le déni, c'est la mécanique de Tartuffe et d'une sociologie de l'hypocrisie. Le déni leur permet de rentrer à France Inter, leur permet de rentrer dans les grands groupes. Je parle des grands groupes du CAC 40, dont les chartes d'inclusion ou d'inclusivité, je ne sais pas quel terme employer, évoquent garantie d'être couronné de toutes les onctions de la République. C'est le sésame qui ouvre toutes les portes. Donc le déni, en réalité, n'est qu'une stratégie pour cette gauche qui, je crois, ira jusqu'au bout. S'enfermera jusqu'au bout dans son refus d'envisager la possibilité du racisme anti-blanc. Vous évoquiez Crépol. Chez Crépol, il y a deux choses fascinantes, outre la pseudo-enquête. Je parle de l'instruction. L'instruction n'a pas retenu la circonstance aggravante de racisme, alors qu'elle est attestée par 9 témoins et par des vidéos qu'on peut consulter en ligne. Mais plus encore, le juge d'instruction a refusé de révéler les prénoms des assassins de Thomas, au prétexte que ça n'était pas pertinent. Or, s'il y a quelque chose qui est pertinent, c'était précisément le prénom à consonance arabophone ou musulmane des assassins de Thomas. Donc, ils sont vraiment enfermés dans une muraille qui n'offre aucune prise à la critique. Et alors, ce qui est curieux, c'est que dans cette chape de plomb que vous décrivez très bien, il y a eu quand même quelques entailles. Aurore Berger, par exemple, a raconté à l'antenne d'un grand média qu'elle avait été traitée de sale française. Jean-François Copé, Édouard Philippe aussi, j'ai vu ça dans votre livre, oui. On en fait état de manière publique, c'est tout à fait vérifiable. Donc il y a quand même une brèche, parfois la réalité arrive à surgir dans cette une nuance, Jean-François Copé, c'était dans son bouquin, c'était à l'époque des pains au chocolat, où il aspirait à prendre la direction des Républicains. Depuis, il a très largement rétropédalé. Édouard Philippe, c'est sous une forme après Crépol, et c'est au conditionnel, donc il ne va pas quand même très loin. Et Aurore Berger, c'est fascinant, parce que c'est à la fois la reconnaissance et le déni, c'est une
l'alternance des deux. C'est presque un piège à l'eschizophrène, Aurore Berger, puisqu'elle dit sur un plateau de télévision que non seulement elle s'est fait insulter en tant que blanche, hein, mais qu'on lui a craché au visage. Hein. Mais pour autant, dit-elle au journaliste qui l'interroge, ça n'est pas du racisme anti-blanc. C'en est fascinant. Ce qui n'est pas le cas de Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui, elle, a reconnu que sa fille est scolarisée en banlieue, a reconnu que sa fille avait été victime de racisme anti-blanc. Roussel, le patron du PCF aussi. Pour autant, la doxa journalistique, universitaire, mais aussi judiciaire, hein, à quelques exceptions près, il y a des tribunaux qui ont pu condamner certains dans des affaires pour racisme anti-blanc en circonstances aggravantes, mais c'est marginal. Pour autant, c'est quand même selon moi un mur. Alors c'est un mur en béton armé, qui se fissure, certes, hein, mais les fissures n'ébranlent pas l'édifice, hein, à ce stade. Hein. Et pourtant, alors c'est grave, hein, parce que vous dites nier le racisme anti-blanc, bah, c'est l'encourager. Oui, c'est l'encourager, puisque c'est ce que me disent les témoins que je rencontre, hein, puisque ça n'existe pas. Puisque ça n'est pas puni. Parce qu'il n'y aura pas un gendarme ou un policier avec sa matraque, hein. Il n'y aura pas un juge qui vous condamnera, sinon à la marge, hein, pour des actes de racisme anti-blanc. Donc oui, c'est un encouragement, c'est une légitimation. Et pour vous dire à quel point ça a été intériorisé, ça, c'est que les victimes, hein, qui ne sont pas politisées lorsqu'elles sont confrontées à ça. Leur univers familial, environnant n'est pas politisé. C'est pas des familles politisées comme la mienne a pu l'être. Hein. Mais moi, j'étais à Paris-Centre, hein, et pas dans la périphérie. Ne comprennent pas ce qui leur arrive, hein, puisque ça n'existe pas. L'identité n'existe pas. Il y a un vide identitaire. Ce sont des zombies identitaires, hein, et ils n'arrivent pas à concevoir. Au début, hein, du moins, la chose qui les frappe, hein, puisqu'ils n'ont pas les éléments de langage pour la décrypter. C'est Très étonnant, très étonnant. Alors, je voulais rentrer un petit peu plus dans ce livre. Vous opposez deux personnes, c'est assez fascinant dans un chapitre. Vous dites le racisme anti-blanc, hein, il a un avocat passionné, hein, qui est le grand blanc. Et cet avocat passionné, vous l'opposez au petit blanc. Alors le petit blanc, on le connaît, hein, c'est l'origine, le français d'origine modeste, origine sociale populaire. Mais alors le grand blanc, qui est le grand blanc? Oui, le petit blanc, déjà, l'expression est quand même surprenante et dépréciative. Il n'y a pas de petit noir et de petit arabe. Hein. Or, l'expression petit blanc ou petit blanc est rentrée dans le vocabulaire courant. Qui est le grand blanc? Eh bien, c'est la personne qui est réellement, je crois, hein, vraiment, qui a un privilège blanc, en effet. Mais ce privilège blanc est le propre, la propriété du grand blanc. Ce privilège, c'est le privilège progressiste, métropolitain, gauchiste, hein, qui vous ouvre le sésame que j'évoquais, qui vous ouvre toutes les portes. Hein, les portes des grandes entreprises, du CAC 40, de la radio, de la magistrature, de l'institution, du monde de la culture. Et pour le grand blanc, le petit blanc est un reliquat des âges antérieurs. C'est un phénomène retardataire, populiste. Hein. Je l'appelle, moi, le plouc émissaire. Hein. Et le plouc émissaire, là encore, est une condition, un prérequis de la société multiculturelle, parce qu'il faut un bouc émissaire, il faut une victime expiatoire. Hein. Et c'est ce petit blanc. Et le grand blanc passe son temps à le sermonner, à le regarder de haut. C'est lui qui aujourd'hui maîtrise comment dirais-je, hein, l'interdit. Une société tient à travers le totem et le tabou, à travers ce qui est licite et ce qui est illicite. C'est lui qui produit la parole autorisée. Voilà, la parole autorisée, c'est le grand blanc qui la produit. Or, la parole autorisée aujourd'hui, c'est le racisme anti-blanc n'existe pas. Le petit blanc est un reliquat des âges antérieurs, populiste, obscurantiste. Hein. Il doit passer la main, être grand remplacé par une nouvelle population qui va régénérer la nation, l'Europe et le monde. C'est le moudjik de Lénine. Hein. Voilà, oui, c'est le moudjik. Hein. C'est le moudjik. Ouais. C'est comme ça qu'il est vu. Du reste, il est invisibilisé, infériorisé. On a débranché sa candidate, mais en réalité, on s'en moque d'avoir débranché sa candidate. On a surtout débranché ses électeurs. Alors le grand blanc, on l'a reconnu. Hein, c'est le bourgeois des grandes villes, voilà. Qui vote, qui est mondialiste, qui réfléchit à l'échelle du monde, qui oublie les frontières. Oui, ça recoupe à beaucoup d'égards la division du monde entre les anywhere et les somewhere. Hein. Le grand blanc, par définition, est de nulle part. Il vote Emmanuel Macron en France ou Jean-Luc Mélenchon, l'un ou l'autre, peu importe. Lui, en général, il vote Macron et ses enfants votent Mélenchon. C'est une sociologie de la gauche caviar, de la gauche dorée, de la gauche arc-en-ciel, hein, qui vit pas forcément dans les beaux quartiers, hein, mais qui vit dans les quartiers gentrifiés, où il y a une apparence de mixité sociale, hein, mais cette apparence est trompeuse parce qu'il y a plein de ségrégations invisibles, hein, immobilières, scolaires,
sanitaires qui font que le Grand Blanc se protège et vit derrière un verre sécurité et une porte verrouillée à triple tour. Ça l'empêche pas de dire accueillons la terre entière, mais pas chez moi, voilà, et pas pour mes enfants. C'est ça, il est généreux Mais pour les autres, jusqu'à un certain point. Hein. Alors, vous avez recueilli donc une quarantaine de témoignages qui sont assez touchants et beaucoup de ces personnes que vous avez interviewées, dont vous racontez le passage, un certain épisode de leur vie, eh bien, ils ont réalisé seuls et peu à peu qu'il y avait un problème. Et à cet égard, le parcours de Damien Rieu, qui est un militant identitaire très connu, notamment des internautes, qui est aujourd'hui proche de Marion Maréchal, pardon. Le parcours de Damien Rieu est révélateur dans sa ville de Clermont-Ferrand. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui vous a dit et comment est-ce qu'il est arrivé, il a franchi ce pas entre un petit garçon qui n'a pas tellement de conscience politique et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui, en passant par le constat du racisme anti-blanc. Oui, il a même été un des cofondateurs de Génération Identitaire et monté des événements absolument exceptionnels qui font que ce mouvement qui a été dissous a rivalisé un temps avec des ONG gauchistes. D'où vient Damien Rieu? Alors lui, il vient d'un parcours, son père était le patron d'une cellule communiste à Clermont-Ferrand. Donc le père était vraiment très très à gauche. Et lui, à 11 ans, 10-11 ans, c'est ce qu'il me raconte, était porteur d'une forme d'ethnomasochisme. C'est le terme qu'il emploie. C'est la France. Quand il y avait un match France-Sénégal, je crois que c'était en 2002 à la Coupe du Monde, il était pour le Sénégal, alors que c'était un petit blanc. Il imitait à 11-12 ans tous les codes arabo-maghrébins, le kebab, le survêt, le langage. Et petit à petit, il a vu qu'il était absorbé par cet univers, jusqu'à être complètement, comment dirais-je, vous savez, déculturé, de devenir les zombies identitaires que j'évoquais. Et il a vu surtout la violence qui s'exerçait de la part de cette communauté contre le petit blanc. À l'époque, c'était des skateurs. J'ai découvert ces oppositions. Les blancs, en général, écoutent du métal dans les univers populaires, au fond du skate. Et les populations arabo-maghrébines, voire ou subsahariennes, sont plutôt dans le rap. Les choses sont en train de changer. Et très rapidement, il y a un rapport de force qui s'instaure, avec une violence raciale à laquelle il a été confronté. Donc lui se politise très très rapidement. Phénomène de bande, un peu. Phénomène de bande et de prise de pouvoir de la cour d'école. Damien Rieu me raconte qu'à Clermont-Ferrand, il y a, c'est vieux d'une quinzaine d'années, 15-20 ans, il y a un rapport de force qui s'instaure entre les skateurs blancs et les rappeurs arabo-maghrébins. Ce sont les seconds qui gagnent, c'est la guerre des yeux, en quelque sorte, et pas seulement des yeux, qui contrôlent la cour et la périphérie du collège, et qui imposent leur hiérarchie, leurs normes, leur culture. Et soit le petit blanc de deux choses l'une, soit il s'écrase et il se fond dans cet univers-là, il se racaillise, il devient un dhimmi. Certains, ça va jusqu'à la conversion, donc ces gens-là, on les perd dans la nature, tous ces petits blancs et petites blanches qui sont voilés, ou alors ils se rebellent, ce que fait Damien Rieu, et se politise très rapidement. À l'époque, c'était le FNJ. Moi, j'ai pas mal de témoins pour lesquels le FNJ a été une bouée de sauvetage, littéralement. Le Front national de la jeunesse a été une bouée de sauvetage parce qu'ils avaient besoin qu'on leur tende que quelqu'un leur prenne la main, qu'ils tendaient désespérément. Et Damien Rieu s'est structuré à partir de ça. Simplement, dans les métropoles, les centres métropoles, on a du mal à imaginer la condition d'un collégien à Clermont-Ferrand, qui est une ville envahie vraiment, parce que très industrielle, envahie par l'immigration, et pas le Cantal, pas le Puy-de-Dôme, mais le Clermont. On a du mal à imaginer le sort d'un petit blanc des milieux populaires. Ils sont isolés, ils n'ont pas de communauté qui les soutienne. Ils sont pas charpentés intellectuellement pour se défendre. Ils n'ont pas les anticorps, parce qu'on leur a dit que nous sommes universalistes, on aime la terre entière. Or, ces gens-là découvrent que la terre entière ne les aime pas, voire les déteste. Donc c'est des parcours de vie assez durs, et donc d'autant plus beaux c'est le cas de Damien Rieu, d'autant plus beau quand ils s'en sortent, et quand ils arrivent à transformer cette expérience en force politique. Alors ça, c'est le parcours de Damien Rieu. Alors, il y en a d'autres qui sont... Là, on a son nom. Il y en a beaucoup d'autres dont vous ne donnez pas le nom. Il n'y a que le prénom. Par exemple, Benoît, qui est à Villefontaine. C'est en région parisienne, je crois. Et qui prend conscience de la situation migratoire française en allant chez ses grands-parents à Caserte, en Italie. Et là, il découvre un autre environnement. Et vous
vous dites qu'il prend conscience tout d'un coup de ce qui est grave en France. Voilà, c'est la même chose là. C'est lui d'origine italienne. Il est né, c'est Lyon, hein, né à Lyon, à Gerland. C'est un univers. Mais c'est catégorie populaire une fois encore. Hein. Donc il y a Villefontaine. Hein, c'est au sud de Lyon, mais c'est la même chose qu'à Paris. C'est une ville où il y a 50% de logements sociaux, une immigration débordante. Hein. Ses parents l'ont protégé. Ses parents l'ont protégé, l'ont mis chez les maristes en sixième, hein, donc vraiment ont voulu ne pas le mettre dans le public. Mais lui, il me révèle cette chose. Les maristes, bonne école de Lyon, privée. Ouais. Mais là, lui me révèle cette chose. Hein. C'est que oui, très bien, nos parents nous protègent, et tant mieux. Simplement, nous, dans la périphérie, il y a le ramassage scolaire. Hein. Ça surprend les gens, le ramassage scolaire. Parce que là encore, c'est la périphérie, c'est pas les grandes métropoles où il y a les transports en commun. Le ramassage scolaire est une épreuve. J'ai pas mal de témoignages dont j'ai pas pu faire état, mais j'en ferai état dans un autre livre, hein, où je parle de Rosa Parks. Hein. Rosa Parks, en 1955, refuse de céder sa place, hein, État du Sud des États-Unis, la ville de Montgomery, je crois, mais peu importe, de céder sa place à un blanc. C'est le début de la lutte pour les droits civiques. À la suite de quoi, Martin Luther King la défend et transforme l'affaire Rosa Parks en affaire nationale, et c'est le début des mouvements des droits civiques. Hein. On a baptisé en France un nombre de collèges incalculable, totalement grand remplacé, Rosa Parks, Angela Davis, il faut y aller, parce que si on les appelait comme ça, c'est que la population leur ressemble à 100%, hein, donc c'est uniforme éthiquement. Mais les Rosa Parks, aujourd'hui, ils sont blancs et blanches. Hein. C'est ce que me dit Benoît de Villefontaine. Rentrer dans un bus scolaire, c'est le cauchemar. Hein. C'est se faire insulter de sale blanc, de sale gouère, de se prendre des claques dans le dos. Leur hantise, c'est qu'il n'y a pas de place devant. Si toutes les places sont prises devant, ils doivent aller au fond du car. Hein, où ils se font claquer la gueule, cracher dessus, on leur fout un chewing-gum dans les cheveux. Pour recourir au vocabulaire, c'est putain de blanc, putain de gouère. Donc lui me fait état de ce phénomène qui est le ramassage scolaire. Ou Rosa Parks, aujourd'hui, c'est Benoît, voilà. C'est un moment terrible à Oui, franchir oui. pour eux. Alors, dans cet enfer, hein, un peu, on trouve aussi des filles, notamment dans l'univers scolaire. Et vous racontez Camille, hein, vous dites qu'elle se fait tabasser. Et Camille, moi ça m'a frappé, elle dit dans ce témoignage, « Seule la soumission vous sauve Oui. dans une classe complètement hostile. Hein. Oui, parce qu'elle est en sixième. Hein. Elle, c'est à Montreuil, hein, ville surréaliste, Montreuil. Parce que Montreuil, c'est à la fois la ville de la communauté malienne, hein, et puis l'épicentre de la gauche bobo. Enfin, donc à l'est de Paris. À l'est de Paris, avec pas mal de pavillons ouvriers transformés en ateliers. C'est le choc de deux cultures. Tout le monde triche. Hein. Les gens votent Mélenchon, sont syndiqués à la CGT ou à Sud, hein, mais ils mettent leurs enfants dans le public. Hein, tout ça. Mais pas les parents de Camille. Hein. Les parents de Camille n'ont pas voulu tricher. Donc ils ont mis leur fille en sixième dans un collège public de Montreuil. Hein. Et oui, c'est ce qu'elle me dit, c'est que beaucoup d'ados masculinistes, entre autres, hein, font de la musculation. Tant mieux, c'est une bonne chose. Hein, la question n'est pas là. En s'imaginant qu'on peut immédiatement résister dans un environnement totalement hostile. Elle me dit non, on dépérit. Voilà, on dépérit. Et les parents qui n'ont pas voulu tricher pendant la sixième, à la fin de la sixième, ont décidé de tricher. Avec leur univers politique. Ils ont continué de voter à gauche, hein, en tout cas le père de cet enfant, mais ils ont exfiltré l'enfant de cette école, hein, où elle allait s'éteindre, hein, ou disparaître, hein, ou finir comme plein de témoins que je n'aurai jamais, se convertir. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne verra plus. Qu'on ne verra plus parce qu'ils se sont complètement intégrés dans cet univers-là. À l'envers. Hein, voilà. Ce qui est évidemment une issue facile pour eux. Hein. Je ne les accable pas. C'est un univers où ils sont seuls, hein, donc sans protection. Donc bon, c'est de notre faute. Hein. Voilà. Alors, vous parlez aussi de Romain. Hein. Là, on touche à une haine plus anti-française que anti-blanc, en fait, avec des profs qui notent de manière très injuste des Français, parce qu'ils font pas, parce qu'il y a sans doute une haine de soi. Oui. Derrière tout ça, ils le font en plus avec des bons sentiments, hein, presque, on comprend ça. Oui, même on peut parler de xénophilie. C'est Taguieff, hein, qui est un spécialiste, Pierre-André Taguieff, hein, du racisme, qui a travaillé depuis 30 à 40 ans sur le sujet, et parle de xénophobie, mais aussi de xénophilie, c'est-à-dire d'amour de l'étranger. Il y a un livre paru il y a 20 ans, au Seuil, hein,
écrit par des sociologues de gauche, qui s'appelle L'apartheid scolaire. Et c'est un livre, c'est un grand classique. C'est des sociologues qui s'imaginent qu'il n'y a pas d'apartheid, que c'est nous qui l'imposons. Et à la fin des fins, dans leur enquête, ils se rendent compte que l'apartheid, en fait, c'est les phénomènes d'autoségrégation. Les populations immigrées, extra-européennes, hein, en particulier d'Afrique, ont tendance à se regrouper ensemble. Hein. Et dans ce bouquin, ils notent une tendance du corps enseignant à la surnotation. Je dis bien, c'est le seuil des sociologues de gauche. Hein. Donc c'est une discrimination positive qui ne dit pas son nom. On surnote des élèves dont on pense qu'ils sont défavorisés, dont les conditions de vie, les conditions sociales, culturelles, etc., les ont défavorisés, au détriment des enfants de souche, ou comme les appelle Michel Tribala, des natifs au carré, donc des Français de parents français, qui eux ne comprennent pas cette discrimination. S'il y en a une positive, il y a une négative, hein, qui les affecte. Beaucoup de mes témoins, hors exception, parce que j'ai pas mal de témoins profs, hein, cela étant dit, mais c'est pas d'eux dont ils parlent, me pointent la démission de l'institution scolaire, à la fois les encadrants et les enseignants, et en général un soutien sans condition de la population extra-européenne au détriment des autochtones. Bon, alors c'est très impressionnant tout ça parce que ça se passe dans l'univers scolaire, C'est donc l'univers scolaire, vraiment ouais. au début de l'éveil des personnalités, quoi. Voilà, oui. Et là, on parle de quelqu'un qui a été à l'école à Paris, pas à l'apartheid scolaire, mais le témoin romain a été à l'école à Paris, donc Paris-Nord, pas très loin de la cité des Flandres, hein, qui est la plus grosse cité HLM d'immigration dans Paris intramuros. Hein. Donc, c'est pas non plus totalement la banlieue reléguée, mais c'est déjà des quartiers de Paris qui sont largement où la population de souche a tendance à devenir minoritaire. Alors, dernier exemple, hein, sur les 40, j'en ai pris que 3 ou 4, celle de Chloé. Alors, elle est assistante maternelle, elle a 27 ans, et elle a vécu à Vigneux-sur-Essonne, donc près de Paris aussi, et elle raconte le racisme qu'elle a subi durant ses 4 années de collège. Alors, un collège dans lequel il y avait 500 élèves et 10 blancs, dit-elle. Donc, elle était la seule de son genre dans sa classe, et elle a été accusée des années durant de colonialisme, d'esclavage, de racisme, de raquettes. Résultat, ce sont des vols pour elle, des coups. Les filles l'ignorent, elle est harcelée par un chef de bande et elle va finalement basculer à droite, encore un parcours comme militante de droite un peu identitaire, Voilà, encore un on parcours peut le incroyable, dire. quoi. Elle est même très investie dans des cercles. Oui, c'est les hasards de la carte scolaire. Son primaire se passe bien dans un univers assez homogène, socialement, culturellement, mais aussi éthiquement, parce que là, toutes ces choses-là comptent. On ne veut pas en parler. Mais les hasards de la carte scolaire font qu'elle commence à 6e dans le lycée que vous évoquiez, qui est le lycée Paul Éluard à Vigneux-sur-Seine. Et en 6e, oui, elle se fait insulter de sale blanche. Dès qu'on aborde la question des colonies, des croisades, où elle devient le réceptacle de toute la colère de la classe. En 5e, c'est aux insultes s'ajoutent les coups, le racket, et en 4e, s'ajoutent aux insultes, aux raquettes, les violences physiques et les humiliations. Elle s'en sort parce qu'il y a des anciens. Elle tombe sur des anciens de ce collège, Paul Éluard, qui l'accompagnent. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui accompagne, sinon ils sont totalement seuls. Et elle découvre Génération Identitaire, qui à l'époque avait fait l'occupation de la mosquée de Poitiers, sur l'aire de Bâtard, en tout cas sur le toit, qui lui permet de se rebeller. Déjà, l'acte de rébellion lui permet de montrer à son entourage hostile qu'elle est quand même disposée à se défendre. Donc c'est le début, c'est le début de la résistance pour elle. Mais c'est terrible parce que imaginez une jeune fille à 11 ans, elle passe par tous les sentiments, la haine de soi, la haine des blancs. Pourquoi suis-je blanche ? Donc ça nous renseigne sur la façon dont réagit l'ado dans un univers où l'islam, la hiérarchie de prestige, c'est l'islam et la population extra-européenne. Il y a un sentiment de dégoût vis-à-vis de son identité. Donc c'est des mécanismes qui, en général, peuvent induire ou faciliter des conversions. Et elle, ça n'a pas été son cas. Elle avait un instinct suffisamment fort, comme tous les témoins que j'ai rencontrés, et ça lui a permis de naître une seconde fois, pour ainsi dire. Et de s'en sortir.
C'est ça. Et alors, les enseignants, bah, ils sont un peu submergés, un peu tétanisés, hein, on en parlait tout à l'heure. 4 enseignants chaque semaine sont menacés par une arme en Oui, oui, France. oui, c'est énorme. Ouais. Ce que vous dites dans votre livre, C'est des c'est chiffres extraordinaire. publics. Hein. Ils ont peur, hein, ils n'osent pas porter plainte. Et vous parlez notamment d'un témoignage, celui de Dimitri Pavlenko, qui avait parlé de ça. Oui, oui, oui. Pavlenko est un des rares à dire que, lorsqu'on parle de Paris-Centre, hein, alors là, c'est le primaire, c'est pire. Là, c'est pire parce que les parents sont impuissants et les enfants ont 7, 8, 9 ans. L'enfant de Pavlenko se faisait traiter de halouf, hein, donc de cochon. Il était discriminé en tant que blanc, mangeur Dimitri Pavlenko, c'est l'animateur de la matinale d'Europe 1. d'Europe, voilà. Et à Ah, l'époque, voilà, il était et il parlait de ses enfants. voilà, ouais, de son enfant. Il n'a pas été soutenu par les encadrants, mais comme il est à Paris, il a pu sortir son enfant de cette école où il était traité de halouf. Hein. Mais moi, j'ai des témoignages de mères, hein, qui sont totalement désemparées dans les Hauts-de-France. Hein. Je parle de privés catholiques, hein. Je parle d'écoles privées catholiques, hein, où les enfants sont traités de halouf, hein, plus tard de koufars, donc d'incroyants, de non-musulmans. Les enfants rentrent à la maison, je parle de 7, 8, 9 ans, en disant Inch'Allah, on leur donne un bonbon, merci Allah. Ils sont dans des écoles catholiques, je dis bien, avec des parents catholiques. Hein. On est confronté on est submergé par une religion agressive, hein, très très dynamique, hein, où les enfants vont à l'école coranique à 6, 7 ans. Et imposent leur vision du monde à leurs camarades de 6, 7, 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a une imprégnation, voilà, en fait. Il y a une imprégnation, ils sont séparés à la cantine. Hein. On sépare à la cantine. De même, les fonds établissent des séparations. Des profs me disent, dont un prof à Argenteuil, hein, musulman, mais totalement français et européen, me dit que même les élèves non musulmans respectent les interdits islamiques. Hein. Ils ne mangent pas de cochon. Et sont très virulents. Quand le professeur, lui en l'occurrence à Argenteuil, hein, peut émettre des critiques sur l'islam. C'est les défenseurs les plus virulents de l'islam, hein, sont les camarades non musulmans dans des classes où l'islam est majoritaire. Donc on a un problème. Hein. Ah, et alors, on a un problème dans les écoles, mais aussi, vous en parlez dans l'univers du football. Mais alors, vous dites que les Blancs, en fait, dans ces écoles, ne sont pas forcément, ou dans ces univers, le foot et ailleurs, ne sont pas forcément les plus rejetés. Les Asiatiques les dépassent dans la détestation. C'est ce que me dit un prof. Et puis, il y a une hostilité aussi entre les populations d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, Ouais, hein, ouais. qu'on voit parfois. Oui, on l'a oublié. Hein, on a oublié que la sortie la plus virulente, hein, qui a été largement médiatisée, c'était à Cergy, il y a 3-4 ans, je ne sais pas, vous vous rappelez, où un Arabe a insulté une serveuse noire et un chauffeur Uber noir avec des mots délirants. Ça fait 800 ans qu'on vous traite comme du bétail. Enfin, c'était surréaliste. Hein. Et en début d'année, je crois que c'est à Vénissieux, non pas en début d'année, au mois de mars à Vénissieux, il y a eu un cas un peu médiatisé, mais ils sont médiatisés que parce que la victime est noire. Si elle avait été blanche, on aurait très peu parlé ou pas parlé. Mais il était harcelé, tapé, hein, et tabassé, ça a été filmé par ses camarades maghrébins. Donc oui, il y a un racisme intracommunautaire, mais aussi inter, si je puis dire, dans chaque communauté. Le prof que vous évoquez, là, c'est un prof au Collège République à Bobigny, donc on est dans une pétaudière absolue. Je veux dire, là, on est au cœur de la pétaudière. Hein. 85%, c'est des élèves extra-européens. Les seuls blancs, c'est des primo-arrivants d'Europe de l'Est, hein, s'il n'y en a pas d'autres. Hein. Et de temps en temps, un ou deux asiatiques. Donc en effet, dans l'échelle de la détestation, il y a l'asiatique. Hein. Ensuite, c'est le serbe, le roumain ou l'albanais. Et puis après, il y a une autre. C'est des univers où on est obligé d'en parler puisqu'on fait un interdit majeur. Hein, mais des univers où le peuple de souche, hein, est ultra minoritaire. Hein. Donc le rapport de force est totalement inversé. Les rapports de domination sont totalement chamboulés. Et comme c'est le monde de l'adolescence, hein, les adolescents, il n'y a pas de censure qu'il peut y avoir chez nous adultes. Hein. Nous, on a un surmoi, on sait se contrôler. Mais pas eux. Leur parole est souvent désinhibée, donc les injures et les violences racistes se font à usage découvert. Hein. Moi, je le compare, cet univers, un peu à l'univers carcéral, à la suite de mon expérience de ma plongée en Seine-Saint-Denis dans la salle des profs. Hein. J'ai eu 3 profs, hein, qui sont des anomalies.
et qui m'ont décrit l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est que toutes les classes se séparent sur des bases élémentaires, biologiques, donc plutôt tribales, plutôt tripales. Ça nous surprend, nous adultes, mais c'est ce que me disent les profs. Et ça me fait penser aux univers carcéraux. Dans les univers carcéraux, il y avait autrefois les continentaux et les Corses. Il y a encore quelques Corses, mais très peu. Il y a les Arabes, les Africains. C'est que les agrégats se forment sur... je suis le premier à le regretter, parce que c'est le résultat du paradis diversitaire voilà, dans lequel on voilà. a supprimé les frontières, dans voilà. lequel on faisait dessiner aux enfants il y a 40 ans des petits-enfants qui se donnaient la main autour du monde. Ouais, c'est ça. C'est le monde c'est le monde où la tour de Babel s'est effondrée sur elle-même. Et qu'est-ce qu'il en sort? C'est le chaos. Voilà. Le chaos, la violence, l'anomie sociale, c'est-à-dire l'absence de normes, et l'entropie, c'est-à-dire la dislocation de la société. Alors je dis pas que c'est partout ça, mais dans les univers de la périphérie auxquels je me suis intéressé, c'est ce qui est en train de se produire. Il y a des endroits de France où c'est comme ça. Voilà. Alors, vous donnez d'ailleurs un florilège de faits divers, on en finira là, et dans lequel le blanc est toujours coupable. En tout cas, alors là, on revient évidemment dans l'œil des médias dominants. En France, le blanc est toujours coupable, ils sont dominants, donc ils sont racistes, donc ils sont coupables. Voilà, ouais. Et le florilège est très parlant. Là encore, on devrait le faire. Pour moi, je parle de bruit de fond, ou même ça dessine, ça devient un fait social. On veut nous faire croire que le fait divers est là pour faire diversion. C'est le fait divers fait diversion. Crépol est là pour ça. Or non, le fait divers est un fait social, un fait social général. Il y a un grand mépris des médias, des grands médias pour le fait divers. Pour le fait divers, oui, mais pour le fait divers, comme de la nourriture pour les mange. Voilà pour le mémère pour la mémère en Provence, monsieur simplement la récurrence du fait divers et du fait divers anti-blanc. Moi, je me suis amusé, amusé, c'est un bien grand mot, au contraire, parce que c'est assez sinistre, à les recenser à partir de F de souche et d'autres bases de données, parce qu'on a des bases de données sur 3 à 4 ans, mais c'est impressionnant. La récurrence, la monotonie, la régularité des faits divers anti-blancs. Quand je dis anti-blanc, c'est anti-chrétien, anti-juif et anti-agnostique, si je puis dire. Oui, parce que vous mettez l'antisémitisme dans cette... J'ai un témoin sur le sujet. En général, elle tient une place très importante. Après le 7 octobre, il y a un phénomène d'amplification. Donc il y a une récurrence plus fréquente. Mais pour autant, les gens sont attaqués parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont européens, parce qu'ils sont présumés être chrétiens, juifs ou pas, peu importe. Mais c'est à ces titres-là qu'ils sont attaqués et agressés. Donc il n'y avait pas de raison de faire des distinguos. Et quand on prend cette liste, on a l'impression que c'est la version orange mécanique du racisme anti-blanc, pour reparler du bouquin d'Oberton. Oberton avait pris au fond l'ensemble des faits divers, pour montrer là encore que ça dessine une fresque sociologique. Leur régularité fait que non, ça devient un phénomène de société, quoi. Et j'ai voulu faire la même chose avec le racisme anti-blanc. C'est qu'il y a un nombre d'affaires incalculable. Et encore plein m'ont échappé. Comment est-ce qu'on sort est-ce qu'il y a des sociétés qui sont sorties de cette roue que vous décrivez et qui est quand même assez terrible? C'est mettre un terme, de toute façon c'est corrélé à un seul phénomène, l'immigration extra-européenne. Donc toutes les sociétés, je pense au Danemark entre autres, et là pour le coup c'est pas des populistes, donc c'est les appareils centraux des partis de gouvernement, qui eux-mêmes ont fait le choix rationnel de répondre à la demande électorale, ce que ne font pas nos partis centraux, les LR et le PS. Les Danois l'ont fait, c'est assécher la pompe migratoire. Une fois qu'on assèche cette pompe migratoire, on va pouvoir faire redescendre les niveaux de violence, donc de violence anti-blanche. Il n'y a pas d'autre solution. Le multiculturalisme échoue. Où qu'on aille, il échoue. On donne souvent le cas du Liban, mais moi j'ai en tête le cas de la Yougoslavie. 22 millions d'habitants, années 90, 2 500 000 couples mixtes. Je parle de couples mixtes catholiques, orthodoxes, musulmans, sur un fond ethnique similaire, culturel, quand même grosso modo similaire. Tout ça a volé en éclats. Tout ça a volé en éclats. Ces 2 500 000 couples ont été sommés de choisir l'une des 3 définitions possibles de la Yougoslavie. La serbe, la croate ou la musulmane. Alors que c'est un voisin proche. Donc ça échoue mécaniquement. Ça produit du délitement social, de la violence, de l'insécurité. Il y a une crise de confiance que génèrent les sociétés multiculturelles. Tout ça, c'est documenté. Les sociologues le savent. Le pire, c'est qu'ils le savent. C'est très documenté.
plus il y a un niveau de diversité dans une société, en l'occurrence dans une classe, en Seine-Saint-Denis, on arrive à 100 nationalités. Il ne faut pas se vous rendre compte, 100 nationalités dans une classe. Hein. Et bien plus la confiance s'effondre. Mais dans une classe, une grande classe. Une école, alors. dans une école, Dans pardon, une école, dans une ouais. école, pardon. Dans une école, pardon, oui, dans une école, sans, oui, oui, oui. Là, d'autant qu'on parle de réseau d'éducation prioritaire où les classes, en plus, on paye, hein. On finance parce que les profs sont mieux payés, il y a moins d'enfants dans les classes, ils sont 22, 23, 24. Hein. Donc ça nous coûte plus cher en plus, hein, tout ça pour échouer à la fin des fins. Mais il faut le faire parce que la religion séculière, qui est la religion diversitaire, multiculturelle, nous impose de croire que ça va marcher. Or, ce crash test est en train de nous péter au visage. Hein. C'est un crash de test des civilisations qui nous pète au visage. Hein. Un crash test négatif. Ouais, négatif, ouais. Avec des dégâts collatéraux considérables. Hein. Et avec quand même des sociétés qui arrivent à mettre le pied sur le frein. Vous avez cité le cas du Danemark. Voilà, il suffit d'assécher la pompe migratoire. Le problème majeur est l'immigration extra-européenne, hein, en s'imaginant qu'on peut brasser des cultures que tout oppose. Hein. Mais je m'entends, tout oppose, il y a des traditions quotidiennes. Hein. On peut en parler dans l'univers des idées ou dans les nuages. Hein. Mais au quotidien, c'est une conception de la mixité, c'est une conception de la galanterie, c'est une conception de la gastronomie. C'est un choc de culture au quotidien. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a forcément une culture qui va être sacrifiée. Français, européen, je ne veux pas que ce soit la mienne qui soit sacrifiée. Donc il suffit de faire ce que nos anciens ont fait. On a expulsé un nombre d'Italiens. Vous vous rendez compte, je parle d'Italiens et de Polonais. Dans les années 30, le nombre d'Italiens, d'Espagnols et de Polonais, après 39 pour les Espagnols qui sont rentrés dans leur pays, est colossal. Hein. Donc les populations ont déjà par le passé remigré. Je parle de populations européennes. Hein. Donc ce sont des outils politiques. Hein. Il suffit d'une volonté politique hein, pour mettre en œuvre ces politiques-là et résoudre la question de la violence, la question du racisme anti-blanc. Alors, le paysage est sombre, hein, vraiment très très sombre. Hein. Moi, je suis sorti un peu, parfois, on a les larmes, on est enragé quand il y a avec certains témoins, mais il y a des solutions possibles. Hein. Eux nous le prouvent. Hein. Ils arrivent à s'extraire hein, de la nasse dans laquelle on les a enfermés. Ouais, et puis c'est vrai que le monolithisme médiatique se fendille quand même un Voilà, il se fissure, heureusement, il se lézarde, hein, encore trop peu, toujours sous la coupe de l'Arcom, hein, mais néanmoins, il y a quand même on n'aurait jamais imaginé il y a 5 ans, nous, vieux journalistes, il y a 10 ans, qu'il y aurait autant de médias alternatifs qui nous permettraient de faire entendre une autre parole, une autre vérité. Absolument. Donc il y a des signaux encourageants. Je recommande votre livre, François Bousquet, le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.